Vous écoutez le podcast de Collection Miwa. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Girard et je suis aujourd'hui accompagné de François Claerhaus. Il va me corriger tout à l'heure. Alors on est à Niamey, il est venu me rejoindre à l'hôtel pour parler un petit peu d'édition. Alors François, contrairement aux photographes qu'on a eu le plaisir d'écouter dans les épisodes précédents, n'auto-édite pas ses livres mais passe par un éditeur. Et je trouvais qu'il était intéressant aussi d'avoir son point de vue et qui nous parle un peu de sa façon de travailler. Je vais le laisser se présenter. Bonjour François. Bonjour à vous tous, je suis François, Claerhaus, comme ça vous chante. Mon père était belge, il est maintenant français, et moi j'ai toujours été français, mais je m'appelle Claerhaus quand même. Et donc je suis à Niamey depuis quelques années, en Afrique depuis une bonne vingtaine d'années, et j'ai eu la chance de voyager dans des pays qui aujourd'hui ne sont plus très ouverts au grand public. J'ai pas mal bougé au Yémen, en Syrie, en Jordanie, en Éthiopie, au Mali, j'étais longtemps chez les Dogons et malheureusement toutes ces destinations sont devenues maintenant un petit peu compliquées. Donc j'ai fait pas mal de photos, j'ai jamais été photographe professionnel, mais j'ai travaillé pour Nouvelles Frontières, j'étais guide pour eux, ce qui m'a permis d'aller dans pas mal de pays. J'ai fait des photos, mais pas tellement quand j'étais guide, parce que le guidage, ça prend trop d'énergie, trop de temps, mais ça me permettait d'avoir des contacts, des bases, et puis de pouvoir revenir ensuite avec des contacts, avec des guides, avec des gens de confiance, et puis d'être ensuite introduit pour aller voir des choses que tout le monde ne voyait pas. Donc c'est la chance que j'ai eue depuis une vingtaine d'années. Là, malheureusement, depuis 4-5 ans, c'est plus compliqué parce que les pays dans lesquels j'aimais aller sont tous fermés, tous en guerre. C'est un peu triste à vivre. Et donc, je me suis lancé dans l'écriture il y a une dizaine d'années. J'ai d'abord commencé par faire des conférences, faire des expositions. J'avais pas mal d'objets que j'avais ramenés du Mali, d'Éthiopie, du Yémen. Les expositions ont bien marché. J'ai fait des conférences. Et puis l'aboutissement logique de tout ça, c'était d'écrire, c'était d'approfondir. Et puis avec l'écriture, évidemment, il y avait les photographies qui accompagnaient l'écrit ou l'écrit qui accompagnait les photographies. Et j'ai eu la chance d'être présenté à un éditeur bordelais qui s'appelle Elitis, Xavier Mouginet, c'est lui qui est le patron de la maison d'édition. C'est un type merveilleux qui est passionné à la fois de voyage, de photos, de dessins, de carnets de voyage, de récits d'aventures d'aujourd'hui, d'aventures du passé. Et c'est vraiment, vraiment quelqu'un de précieux parce qu'il met beaucoup de passion dans la réalisation des livres. On peut avoir des bouquins qui ressemblent à des éditions du 19e siècle avec vraiment beaucoup, beaucoup de soin. Et ça, c'est un régal pour quelqu'un qui aime travailler, qui aime qu'on présente son travail ou qui aime présenter son travail. Donc voilà où j'en suis en ce moment. Merci François. On reviendra sur l'édition un peu plus tard. Je voudrais qu'on parle un peu de ton parcours. Donc ça fait quelques années qu'on se connaît sans se connaître en même temps parce qu'on se côtoie pour le travail. Donc là, en ce moment, tu es professeur des écoles au lycée français de Niamey. Ça laisse pas mal de temps pour faire des photos sympas, ça, pendant les vacances, non ? Oui, l'avantage d'être prof des écoles ou instit. Moi, j'étais instit depuis longtemps. J'ai 58 ans maintenant, donc ça fait pas mal d'années que je suis instit. L'avantage du métier d'instit, c'est que ça laisse du temps. Il y a des vacances, on a 17 semaines de vacances par an. Et évidemment, ça permet de voyager, ça permet de bouger, de rêver, d'aller faire des photos partout. Ensuite, au niveau du parcours, je ne suis pas toujours resté avec les enfants. J'ai toujours été enseignant, mais j'ai travaillé en hôpital psychiatrique parce que j'avais envie un peu d'aller voir dans les poubelles de la société française, là où c'était pas facile. Donc j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai aussi travaillé pendant une dizaine d'années en prison.
J'ai fait un gros travail de photographie dans les prisons françaises pour le compte on va dire du CNRS. C'est pas tout à fait ça, mais ça m'a permis pendant 2 ans et demi de visiter beaucoup d'établissements et de faire des photos de choses que personne n'avait jamais vues. J'ai aussi fait des prises de son parce que je me spécialisais dans le paysage sonore pénitentiaire. Et si vous regardez des émissions sur la prison, assez souvent les sons qu'on entend, ce sont les miens. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été enregistrés en prison. Voilà, et puis ensuite, une fois libéré des maisons d'arrêt, je me suis retrouvé à nouveau instit et j'ai eu l'opportunité de partir au Sénégal, puis au Niger, et donc de m'établir ici en Afrique où je me sens bien, où je me suis marié, où j'ai eu 2 enfants. Et donc voilà la vie d'aujourd'hui, un petit peu moins aventureuse qu'avant. Un regret pour le Niger, c'est que oui, je suis en poste au Niger, mais non, je ne suis pas au Niger, je suis à Niamey. La situation politique est telle que c'est très compliqué de sortir de la ville, très compliqué de profiter du Sahel, de l'Afrique, de ce que j'ai connu au Mali, de ce que j'ai connu au Burkina Faso. Malheureusement, nous sommes un peu prisonniers de la ville. Je crois que l'ambassade vous interdit de sortir. Non, ou ça c'est que pour les expatriés. Non, c'est interdit. L'ambassade nous interdit de sortir de la ville. Si jamais nous franchissons les ficelles, c'est-à-dire les limites de la ville de Niamey, le risque c'est que le contrat soit immédiatement cassé, retour en France à l'immédiat. Donc personne ne joue et puis il y a quand même un risque réel. Toute l'année il y a des attaques, des enlèvements. Ce sont principalement les locaux qui en sont victimes, mais il faut faire attention. L'Afrique, malheureusement, est devenue dangereuse. Le pays d'Ogon, dans lequel j'allais sans arrêt, où j'ai fait des photos extraordinaires de choses que peu de gens ont vues, des fêtes des masques, des cérémonies incroyables. Plus personne ne va là-bas. Les contacts que j'ai me disent qu'il n'y a plus un blanc, il n'y a plus aucun touriste. Il y a quelques ONG, des militaires, mais malheureusement, les 15 ou 20 dernières années de tourisme, de liberté en Afrique, c'est terminé. Là, vraiment, c'est devenu beaucoup moins marrant qu'avant. Quand tu as fait un livre sur le Mali, un sur le Yémen, on parlera après s'il y en a d'autres. Tu as fait ces photos à quelle période alors? Tu étais enseignant à ce moment-là ou explique-nous ça un peu. Alors, j'ai été pour la première fois au Mali en 98, puis en 2000, et puis ensuite j'y allais 3-4 fois par an jusqu'en 2012. 2012, c'est la dernière fois où j'ai mis les pieds au Mali, où il y a eu la grande crise politique. Donc j'y ai fait beaucoup de photos, j'y ai fait des séjours, j'ai accompagné des touristes, mais j'ai aussi séjourné dans des villages. J'ai pu être adopté principalement dans le village de Songo, pas loin de Bandiagara, où là j'avais des contacts et des amis. Et c'est eux qui m'ont demandé d'écrire les traditions, les histoires, les légendes, les vieux trucs que les vieux avaient encore en mémoire, des choses de la fin du 19e siècle. Juste au moment où l'islamisation est devenue plus intensive, plus intense. Et j'ai eu la chance de rencontrer de très très vieilles personnes qui avaient des histoires extraordinaires, qui me parlaient d'un animisme qui aujourd'hui est peut-être un petit peu moins sincère qu'il l'a été. J'ai pu photographier ces gens, j'ai pu rentrer chez eux, j'ai pu passer des nuits entières à parler avec de vieilles personnes, de leur vie. C'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'avais l'impression, toute proportion gardée, très modestement, mais d'avoir la chance de vivre un peu des expériences à la Lévi-Strauss, à être complètement immergé pendant plusieurs jours dans des villages, parler avec les gens qui me montraient un petit peu leurs secrets, les grottes sépulcrales, les peintures, les dessins. Et j'ai été invité aux fêtes des masques. On me téléphonait à Bordeaux pour me dire « François, il y a une fête des masques dans une semaine, est-ce que tu peux venir ?» Et puis à cette époque-là, au milieu des années 2000, c'était merveilleux. Il suffisait d'avoir un copain chez Air France pour bénéficier de billets gratuits. Donc moi, j'appelais mon copain, je lui disais « Est-ce que tu peux m'avoir un billet pour Bamako ?»
Et puis, je partais sur le week-end. On bricolait toujours pour que ça soit possible. C'était extraordinaire. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai vieilli. Mon copain chez Air France ne peut plus m'avoir de billets gratuits. Et la situation politique au Mali fait que, malheureusement, tout ça est fermé. Pour le village de Songo, j'en profite pour vous le dire maintenant, j'ai fait un livre. Toutes les histoires et toutes les photos que j'ai faites là-bas, j'ai promis aux villageois de faire le premier livre de Songo pour eux et que le livre ne soit vendu qu'à Songo. Donc celui-là, je l'ai auto-édité et puis je l'ai amené voyage après voyage, dizaine par 60, 50, 100 exemplaires. J'en mettais dans les valises des clients et puis on laissait des bouquins au village. Les villageois ont vendu le bouquin et ils ont construit avec 2 classes pour l'école, un dispensaire. Donc ça a été une réussite, mais malheureusement, l'élan a été brisé puisque je ne peux plus aller au Mali et tout ça s'est arrêté. Donc depuis, je suis rentré dans le monde de l'édition. J'ai fait d'autres livres sur le Mali et d'autres livres sur d'autres destinations. Mais j'avoue quand même que le contact avec les villageois, l'aventure avec les gens, ça me manque. J'imagine que pour tes voyages au Yémen, c'est un peu pareil que le Mali, compliqué d'y retourner. Il y a eu une guerre, il y a encore la guerre là depuis quelques années maintenant. T'as des anecdotes sur le Yémen? C'est un pays qu'on connaît peu finalement en France. Raconte-nous un peu le Yémen, c'était comment? Le Yémen, quand je parlais avec les gens qui voyageaient dans les années 50, ils me parlaient de l'Afghanistan comme d'une destination de rêve. Une destination presque encore vierge, dans laquelle il n'y avait pas la détestation que le tourisme entraîne toujours derrière lui. Cette détestation, elle arrive à partir d'un certain nombre de touristes. Quand ça devient trop régulier, les gens malheureusement ne voient plus que l'argent et plus du tout l'envie de découvrir l'autre. Au Yémen, je n'ai jamais connu ça, parce qu'au Yémen, il y avait environ 70 000 visiteurs étrangers par an, ce qui est extrêmement peu. J'ai eu la chance d'être guide au Yémen pendant une quinzaine d'années, non, 12-13 ans. J'y suis allé régulièrement, plusieurs fois par an parfois. Et pour vous donner une idée, en 13 ans de voyage au Yémen, je n'ai jamais pu payer le bus. Chaque fois que j'ai pris le bus, arrivé à destination pour payer mon ticket, le chauffeur me disait « quelqu'un a payé pour toi ». Chaque fois, je dis bien chaque fois que je suis rentré dans un restaurant au Yémen, un plat et une boisson arrivaient à ma table sans que j'ai rien commandé. Parce que les gens étaient heureux de voir des étrangers, quelle que soit la religion. Et je n'ai jamais entendu ailleurs qu'au Yémen des welcome dans toutes les rues. Les gens étaient vraiment heureux. Ceux qui ont voyagé en Iran m'ont raconté la même chose, qui avaient cette envie d'aller vers l'autre, cette envie de se rencontrer, de parler. J'ai fumé des chichas toute la nuit au Yémen avec les quelques mots d'arabe que je parlais. Et vraiment, on s'apprivoisait. C'était extraordinaire, extraordinaire le Yémen. Et puis, moi, j'aime la littérature. Je suis un énorme lecteur. Et j'avoue que le Yémen, c'est une terre d'aventure, mais aussi une terre d'écrivains. Et quand on est au Yémen, on marche sur les pas de Joseph Kessel, d'Henri de Montfred et de plein d'autres, de Malraux. Et donc, voir ce qu'ont vu ces grands écrivains qui m'ont fait tellement rêver quand j'étais gosse, le Yémen, ça m'a bouleversé. Et évidemment, de lire aujourd'hui, de voir des photos, de voir à quel point on abîme ce pays qui était intact et qu'on l'abîme pour de mauvaises raisons. Moi, ça me bouleverse. Le bouquin que j'ai écrit s'appelle « Cette Arabie que l'on disait heureuse ». C'est le dernier bouquin que j'ai sorti chez Elitis. Et c'est à la fois un livre de photos et c'est aussi des récits personnels de ce qui m'est arrivé au Yémen, de ce que j'y ai vécu. Et j'y croise aussi les récits de ceux qui sont passés avant moi au Yémen, les grands voyageurs, depuis le Moyen-Âge jusqu'à Malraux et Kessel et autres. Donc Romain Gary, voilà. Donc oui, c'est un pays qui m'a passionné, c'est un pays dans lequel j'étais immensément heureux, dans lequel j'ai vraiment vécu l'aventure sans être en danger, mais le sentiment d'être
totalement ailleurs et totalement investi dans un autre monde. C'était en quelle année le Yémen? La première fois que je suis allé au Yémen, c'était pour l'année de la Coupe du Monde de football. J'ai vu la demi-finale de la Coupe du Monde au Yémen et la finale à Sanaa. J'étais avec un député yéménite et dans la rue, tous les gamins étaient heureux parce que Zidane, un musulman, jouait dans l'équipe de France. Et puis le dernier voyage au Yémen, c'était en 2011. Janvier 2011, j'ai quitté le Yémen. Les dernières nouvelles que nous donnait le consulat de France, c'était ne marchez pas au milieu des rues parce qu'il y a des snipers qui risquent de vous tirer dessus. Moi, il m'est rien arrivé. Le dernier voyage que j'ai fait en janvier 2011, je n'avais pas de groupe de touristes avec moi, j'étais seul. Et je me suis baladé dans la montagne avec un de mes chauffeurs. Dieu merci, on n'a pas respecté l'itinéraire qu'on avait déposé à la police touristique. On devait aller à Toula et puis dans les villages les plus connus. Et le chauffeur, Yahya, m'a dit « François, comme on n'a personne avec nous, on va aller là où tu n'es jamais allé. » Donc on s'est baladé pendant 3 jours dans la montagne. On a acheté des chèvres, on a dormi sur les sommets, on n'a vu personne. Et rentrant à Sanaa, la police m'attendait à l'hôtel. Ils m'ont dit tout de suite « Qu'est-ce que vous avez vu ?» J'ai dit rien, des gens, des chèvres, des villages. Et ils m'ont dit « Parce que nous, on a eu un message comme quoi Al-Qaïda attendait un Européen à Toula le jour où vous avez déposé votre demande de circuit touristique. » Ça devait être moi, mais comme je ne suis pas allé à Toula, je n'ai pas été attrapé. Voilà, c'est ça la vie. Quand j'étais au Mali, je suis passé 1 semaine avant Serge Lazarevic à Ambori, là où il a été enlevé. J'ai dormi dans le même hôtel que lui. Moi, j'ai rigolé toute la nuit, j'étais avec un autre copain, on était en moto, on n'a rien vu, rien senti. Donc le voyage, c'est ça aussi, c'est la chance. Voilà, moi j'ai eu la chance de toujours passer au travers. Effectivement, on peut parler de chance, je crois. On parle un peu photo. T'as commencé quand, toi, la photo? J'ai commencé à l'adolescence, quand j'ai eu mon premier appareil photo avec des pellicules noir et blanc. On voyageait en France, on aimait les châteaux cathares, on photographiait. Après, j'étais en Écosse, j'ai fait une première expo à Bordeaux sur l'Écosse, sur le nord de l'Angleterre, sur le mur d'Adrien. C'est des coins qui me plaisaient, un peu des bouts du monde. Et puis voilà, ensuite j'ai continué à photographier jusqu'en 2003-2004. Et puis là, mon Minolta est tombé en panne. Et puis on a commencé à parler d'appareils photo numériques, mais moi j'en avais pas. Et pendant plusieurs années, j'ai voyagé sans appareil photo. J'y trouvais une forme de liberté, de plus être esclave d'essayer de trouver des images à faire. Je le regrette un peu parce que j'ai été dans plusieurs pays dans lesquels je ne suis pas retourné et je n'ai aucune photo. Donc je paye un peu cher cette liberté. Et puis depuis, je me suis mis au numérique. J'ai trouvé un appareil photo de bonne qualité qui me permet maintenant de faire des images qui me plaisent. Ce qui m'a gêné pendant un temps avec le numérique, c'est que quand on appuyait sur le déclencheur, on ne prenait pas la photo qu'on voyait, mais quelque chose juste après. Et moi, j'étais incapable d'appuyer avant pour être sûr d'avoir ce que je voyais, d'avoir l'instantané que je voulais prendre dans la rue. En Éthiopie, par exemple, j'ai été pendant plusieurs années un peu déçu parce que je ne voyais pas sur la photo exactement ce que je voulais photographier. C'était toujours un tout petit peu plus tard. Et puis maintenant, j'ai un appareil plus rapide qui me permet de retrouver un certain plaisir à la photographie. Mais je suis devenu un père de famille et j'avoue que je photographie davantage mes enfants que le monde extérieur. Alors je vais juste faire une parenthèse, je suis désolé pour la musique qu'on entend derrière qui ne va pas du tout avec les propos de François et le bruit, je sais pas ce qu'ils font à l'hôtel là, mais c'est difficile de trouver un endroit calme et au frais parce qu'il fait 45 degrés là à peu près. Pour François ça a l'air d'aller, il vit ça tous les jours, mais moi c'est intenable. Ah ouais. Est-ce que tu te rappelles, c'est une question que j'aime bien poser aux photographes, enfin j'en ai 2 comme ça, est-ce que tu te rappelles de la première photo que tu as prise? Première photo que j'ai prise? Non, je me souviens de l'époque où j'ai commencé à prendre des photos, mais la toute première photo, c'était du noir et blanc. Forcément, c'était une pellicule noir et blanc parce que j'avais un labo, je développais. Donc, c'était sans doute des photos du bassin d'Arcachon, des lagunes autour d'Andernos.
J'ai quelques photos comme ça qui me viennent en tête que j'ai développées. Donc ça doit être dans ces eaux-là. On va changer un peu la question. C'est la première photo dont tu te rappelles alors? La première photo dont je me rappelle, celle qui me revient maintenant, ce sont des arbres qui flottent sur une lagune à côté du bassin d'Arcachon. Ça, c'est une des premières photos dont j'ai été satisfait, donc je m'en souviens. Celle d'avant, je m'en souviens moins. Elle était bien cadrée, t'en es encore fier ou non, tu te dis j'aurais pu faire mieux? Moi, la première que j'ai faite, j'ose pas la montrer. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas beaucoup progressé, donc elle me va encore. Mais j'avoue être un photographe assez médiocre. J'ai eu la chance de voir des choses extraordinaires, ce qui fait que j'ai des photos qui ne sont pas forcément banales. Par contre, je suis toujours jaloux des grands photographes. Je me demande toujours comment ils font pour voir ça, pour saisir ça, pour avoir cette lumière. Moi, j'y arrive pas. J'ai pas cette qualité. Peut-être je ne mets pas assez d'intensité dans la photographie. Je mets plus d'intensité dans le voyage, dans la rencontre, dans le fait de vivre avec des gens, des choses qui n'ont rien à voir avec ma vie. Voilà, comme instit, je sais que j'ai vécu des choses extraordinaires, que sans doute peu d'instits ont vécu. Mais je mets davantage d'intensité dans ces moments de vie que dans la photographie. J'avoue que la photographie, pour moi, mes photographies sont intenses quand j'ai photographié des gens avec lesquels j'ai vécu des choses ou quand j'ai photographié des moments que j'ai vraiment vécu. Faire une photo d'un grand paysage qui est beau, faire une photo d'un beau coucher de soleil, d'une ville, oui, je suis content de le faire, mais quand je la regarde, il y a pas beaucoup d'émotion parce que je crois que je n'ai pas assez de talent pour faire des photos, de véritables photos d'architecture qui sont bouleversantes, de véritables photos de paysages qui sont bouleversantes. Quand je photographie des animaux, moi, j'avoue que je m'emmerde. Je préfère photographier les gens parce que les gens, je leur ai parlé. Et puis on a échangé, on a vécu quelque chose ensemble. Les animaux, bon, c'est beau les animaux, mais alors si je me souviens, en Éthiopie, j'étais dans le désert du Danakil. Il faisait plus chaud qu'au Niger, il faisait presque 60 degrés. C'était l'époque où il n'y avait pas encore de route pour y aller, donc il fallait 5 jours pour accéder au nord du désert du Danakil. Moi, je rêvais de marcher sur les traces de Rimbaud, donc j'étais aux Anges. Et puis, au détour, dans un virage, il y a une antilope qui est apparue au sommet d'un rocher, et une vraie antilope, une antilope sauvage. On n'était pas dans un parc, on était en pleine liberté, il n'y avait plus aucun téléphone portable, plus un avion dans le ciel, que des gens incroyables qui vivaient dans un désert absolument inhumain. Et là, d'un seul coup, cet animal qui apparaissait exactement à la seconde où je passais là, j'ai fait la photo, elle n'est pas floue, et cette photo-là d'animal, celle-là, je la trouve bouleversante. Je pense qu'elle ne bouleverserait personne, sauf moi, parce que justement, j'ai vécu cet instant. Et c'est ça pour moi qui est important. C'est aussi pour ça que je ne montre pas beaucoup mes photos. Dans les livres, je m'en sers parce qu'elles illustrent assez bien ce que je dis. Mais j'avoue être plus à l'aise avec le stylo ou l'ordinateur pour écrire qu'avec l'appareil photo pour photographier. Donc tu es un voyageur, écrivain, photographe, ou alors photographe, voyageur, écrivain, ou écrivain, voyageur, photographe? Ça devient compliqué. Non, je suis un lecteur invétéré. Je lis comme un fou. Je lis beaucoup de livres de toutes les époques. J'adore les écrivains voyageurs et j'adore ensuite imaginer comment revivre le voyage des écrivains voyageurs qui m'ont fait rêver. Et à force de lire les écrivains voyageurs, on devient à la fois voyageur et un petit peu écrivain. Donc oui, je suis un peu écrivain, mais quand je lis Joseph Kessel, c'est tellement mieux que moi. Quand je suis un peu photographe, mais quand je vois les photos des vrais photographes, c'est tellement mieux que les miennes. Et les voyages, comme je suis seul à les vivre, j'en suis très satisfait. Et je ne vois pas de jalousie, mais quand je lis l'intensité avec laquelle ont voyagé des gens comme Henri de Montfred, ou
la perdition absolue de Rimbaud, qui voyage jusqu'à la mort, jusqu'à l'imputation. Moi, j'ai jamais été jusque-là. J'ai toujours voyagé dans un relatif confort. J'ai jamais été vraiment en danger de mort. Donc oui, je suis aussi un modeste voyageur. Alors tu nous dis jalouser des photographes, on peut avoir des noms? Comme ça, est-ce que ça me revient vite? Les grands noms, oui. Il y a un photographe brésilien ou sud-américain qui fait des photos extraordinaires de mines avec des milliers de personnes. Salgado, Salgado, ça me rend fou. Ça me rend fou. J'ai une anecdote avec Salgado. Quand je vais en Éthiopie, le guide qui a accompagné Sebastião Salgado, c'est un copain à moi. Et donc, quand on est autour de la Libella, quand on était, parce que ça fait quelques années que j'y suis pas allé, il me racontait son périple avec Salgado, comment il photographiait, comment le matériel qu'il avait. Là où j'étais étonné, c'est qu'il me disait que Salgado était seul, qu'il n'y avait pas une équipe avec lui. Et quand je vois les photos d'Éthiopie de Sebastião Salgado, je mesure la distance entre son œil et le mien. Ces photos, elles sont extraordinaires, et les miennes, elles ne le sont pas. Mais bon, lui, c'est Salgado, c'est son métier, c'est sa passion, et c'est un génie. Moi, je n'ai absolument pas l'impudence de me prendre même pour 5% de Salgado. Mais j'ai mis les pieds là où il a marché, et je suis monté sur l'âne sur lequel était harnaché son matériel, et son guide, c'est mon copain. Donc ça me va, ça me suffit finalement. J'avais entendu qu'on était toujours lié à n'importe quelle personne sur Terre en passant par 7 contacts maximum. Donc toi, t'es lié par un âne à Salgado, c'est pas mal. Ah, je suis lié par un âne à Salgado, et il y a aussi Adriana Carambeu quand elle a fait l'émission où soi-disant les stars partent les yeux bandés pour aller au fin fond d'un village. La mule sur laquelle s'est assise Adriana Carambeu, j'ai pu lui caresser l'échine. Alors je n'ai pas caressé les fesses d'Adriana Carambeu, mais l'échine de la mule qui a porté les fesses d'Adriana Carambeu. Ça aussi, ça me suffit largement. J'adore ce podcast. Donc, on passe de Salgado à Carambeu en passant par un âne et une mule. Ok. Donc, ceux qui prennent le podcast maintenant, je ne sais pas si vous allez tout comprendre. Je vous invite à reprendre depuis le début. On va parler un petit peu édition. Ouais. Éditer un livre, ça a toujours été un truc que tu voulais faire? Oui. Depuis l'adolescence. Je me souviens avoir, pour la fille dont j'étais amoureux, avoir fait un livret photo, avoir bricolé des choses, essayer de faire quelque chose qui avait de la gueule, pour lui faire plaisir. Ça n'a pas marché. Et je sais pas si c'était les photos qui étaient pas terribles ou la fille qui m'aimait pas ou moi qui était pas assez bon pour elle. En tout cas, ça n'a pas marché. Mais plus sérieusement, oui, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé les présentations. Je vous ai dit, j'ai fait des conférences. Des conférences, ça paraît grandiose, mais non, c'est modeste. Mais je travaille pour une société de préhistoire, donc je m'appliquais à essayer de présenter les choses, d'intéresser les gens autour de mes voyages, des expéditions, des trucs qui me faisaient plaisir. Et puis c'est venu peu à peu avec les expositions d'objets, les mairies, les centres culturels ont commencé à me dire mais ça serait bien qu'on ait des marque-pages, ça serait bien qu'on ait un catalogue de l'exposition. Donc j'ai commencé à bricoler quelque chose. Et puis ensuite il y a eu ce livre pour les Dogons que j'ai auto-édité. Et puis ensuite j'ai écrit un deuxième livre sur les Dogons qui celui-là m'a demandé quand même beaucoup de travail. Et il a été remarqué par Elitis qui m'a signé et puis qui m'a fait un livre merveilleux qui est vraiment très très beau, un livre à l'ancienne avec une couverture, avec vraiment j'en suis fier. Et puis ça fait plaisir quand on a le bouquin entre les mains et puis qu'on voit ces photos aussi modestes qu'elles soient, ces textes, les chapitres comme on les a imaginés. Là quand même ça fait quelque chose de dire ah putain j'ai fait ça, quoi. C'est entre mes mains. Et puis depuis, avec Elitis, je crois qu'on s'aime bien. Et j'ai sorti un bouquin sur l'Éthiopie, histoire de voyage et voyage dans l'histoire. Donc à la fois mes aventures et celles de
de mes amis invisibles, les explorateurs du Moyen-Âge à aujourd'hui, que je n'ai pas connus. Mais quand je passe là où ils sont passés, je vois ce qu'ils ont vu. Je sens les émotions qu'ils ont vues. Il y a un moine portugais qui est allé à la Libella. J'ai trouvé son bouquin sur Internet en portugais dans une université américaine. Donc je l'ai traduit. Et au fur et à mesure que je traduisais sa description de la Libella, moi j'avais mes photos à côté de moi. Et tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a remarqué, tous ceux qui lui faisaient en 1580, oui c'est ça, 1580, ce qu'il voyait, moi je l'ai photographié, on a aimé la même chose tous les deux, c'est incroyable. J'avais un pote au XVIe siècle. Et ce gars-là, s'il avait été avec moi à la Libella, je suis sûr qu'on aurait été fous de joie tous les deux, de voir ces lumières, ces fenêtres, cette architecture, ces moments de foi sincère, même si moi je ne suis pas croyant, je suis sensible à la foi. Et donc voilà, tout ça, ça fait que j'aime les livres, j'aime faire des livres, j'aime bien mes bouquins, j'aime bien les regarder, les feuilleter. C'est quand même une sacrée fierté d'avoir écrit des bouquins. Et puis le dernier, c'est un livre qui est un peu triste, parce que celui-là, je l'ai écrit au passé. C'est le livre sur le Yémen, parce que j'ai l'impression qu'on a abîmé le Yémen que j'ai connu. Et c'est un peu triste comme sentiment de dire je suis un des derniers qui a vu le Yémen intact. Le Yémen tel qu'il a grandi, même si le Yémen a connu plein de crises, jamais il n'avait connu jusqu'à aujourd'hui une crise aussi terrible, avec des destructions, avec des bombardements, avec une bombe qui explose toutes les 30 secondes, je crois, depuis 2012 au Yémen. C'est épouvantable, avec des famines. J'ai des amis yéménites qui me racontent des fuites à travers le pays, poursuivis par les Houthis, vraiment des événements incroyables. Et voilà, et donc c'est triste de savoir qu'un pays qu'on a aimé est à ce point en souffrance. Donc le bouquin n'est pas triste en soi, mais pour moi il évoque un petit peu de tristesse. Ça s'appelle le Yémen, cette Arabie que l'on disait heureuse. Et peut-être je réécrirai un chapitre de plus dans quelques années quand le Yémen réouvrira ses portes. Je ne suis jamais allé à Socotra et j'aimerais bien retourner au Yémen et en profiter pour aller voir l'île de Socotra, qui est encore une des dernières aventures humaines sur cette terre. Il y a peu de gens qui y sont allés, donc ça doit être encore assez sympa d'y aller. Je viendrai avec toi. Avec plaisir. Donc toi, tu as auto-édité un premier livre et ensuite tu es passé par un éditeur. Alors cet éditeur, tu l'as cherché ou c'est un gros coup de bol et il est tombé sur ton travail comme ça? J'aime le hasard ou j'aime le destin. Maintenant que je suis en Afrique, je dirais j'aime le destin. J'étais à Dakar et j'ai écrit mon livre sur les Dogons. Comment ce monde vint au monde. Je raconte comment les Dogons imaginent que la Terre fut créée. Je n'ai rien inventé, hein, c'est Marcel Griault a écrit ça dans Dieu d'eau, mais moi je l'aurais écrit avec ce que j'ai entendu à Songo, donc une version un petit peu exotique du récit anthropologique de Marcel Griault. Et ce bouquin, il était écrit, les photos, toutes les images, je les avais. Il a été proposé à un premier éditeur français par un copain à moi qui travaille chez Actes Sud. Cet éditeur a fait faillite, donc c'est tombé à l'eau. Entre-temps, il y a l'Harmattan Dakar qui voulait me signer. Et moi, je savais que l'Harmattan, c'était pas génial, que j'aurais pas beaucoup de diffusion, que voilà, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de sortir. Mais j'étais prêt quand même à signer. Et le jeudi après-midi, j'avais pas classe, j'avais rendez-vous à 14h chez l'Harmattan pour signer. À 13h30, il y a un gars qui m'a appelé de Bordeaux, Xavier Mouginet, le patron d'Elitis, qui m'a dit, voilà, il y a une éditrice qui a fait faillite, mais elle adorait votre bouquin, elle me l'a envoyé, et nous, ça nous plaît, donc si ça vous intéresse, il faudrait qu'on en parle. Et du coup, j'ai laissé tomber l'Harmattan, puisque j'avais Xavier Mouginet et Elitis, et puis j'ai découvert cet éditeur qui me plaît beaucoup. Ce sont des gens courageux, deux frères qui se sont lancés dans l'édition, et qui ont réussi à maintenant avoir plusieurs centaines de titres autour des carnets de voyage, qui ont des gens de grands talents, qui font des super dessins,
des super carnets de voyage qui font, c'est beau. Allez voir, moi j'ai pas d'action chez Elitis, hein. Donc je gagne pas beaucoup d'argent avec eux, mais ils font vraiment des beaux livres. Et puis ils sont super sympas. Ils ont une librairie à l'Espace Darwin à Bordeaux, que je n'ai jamais vue à cause du Covid, mais j'espère la voir cet été. Et puis, j'espère qu'avec eux, on ira plus loin, que je pourrai faire un peu d'exposition. Là, j'ai un roman qui s'appelle L'Enfant Dogon, un roman initiatique avec des peintures, parce que le confinement... À Niamey, on est confiné. Moi, je suis confiné depuis 6 ans. On n'a pas le droit de sortir de la ville. Je fais peu de photos, à part la famille. Et donc, je me suis mis à peindre. Et pour le nouveau bouquin, là, L'Enfant Dogon, j'ai fait des peintures. J'espère que ça va plaire à Elitis. J'attends leur réponse. Si jamais ça plaisait, je pourrais exposer des photos, des dessins, revenir un peu sur le pays Dogon, sur l'initiation à la vie en pays Dogon. Et puis, en espérant qu'un jour le pays Dogon réouvre et puis que je puisse amener des gens, les ramener dans cet endroit absolument merveilleux. Je ne sais pas si vous imaginez que j'ai amené des groupes de touristes, des gens qui ne se connaissaient pas, et qui, en regardant un village à 6 heures du matin apparaître au lever du jour, 11 personnes sur 14 se mettaient à pleurer. Tellement c'était beau, tellement il y avait une pureté dans l'air, comme si on vivait une émotion du néolithique, une émotion absolument parfaite. Et je sais que ces endroits existent toujours. Ces endroits sont toujours à l'abri des goudrons, des bus, du grand tourisme. Il faut marcher plusieurs heures pour y aller. Donc, j'espère y aller un jour, une fois que la paix sera revenue dans ces petits coins du monde que j'ai beaucoup aimé arpenter. Et puis, j'espère, quand mes enfants grandiront, les amener là-bas et puis leur montrer ce qui m'a fait grandir. Parce que, avant tout, plus que la photo, plus que les bouquins, c'est le voyage qui m'a fait grandir. Et si je suis arrivé à mettre en place des images, à oser montrer mes images, à écrire des textes, à me comparer à des gens dont le talent immense me fait toujours vibrer, c'est grâce au voyage, grâce à cet apprentissage de la vie. Le métier d'instit, oui, ça m'a fait grandir, mais le voyage, ça m'a fait grandir 10 fois plus. C'est chouette de t'écouter. On va continuer dans l'édition, même si j'aurais envie de parler de tous les voyages, mais je sens qu'on va faire 10 heures de podcast, et je crois que tu es attendu. Entre l'auto-édition et l'édition, j'imagine qu'il y a un monde différent. Moi, j'ai fait que de l'auto-édition, donc je ne sais pas. C'est quoi les grosses différences ? La grosse différence, c'est le confort. Parce que... alors, le confort et l'inconfort. Dans l'auto-édition, on est maître de tout. On met les photos là où on veut, on écrit les textes comme on veut, on présente comme on veut. On a un produit fini, et puis on l'imprime. Et puis ensuite, c'est un livre. Donc, on en est fier. La première fois que je suis allé chez Elitis, c'était chaud. Parce que Xavier Mouginet, je lui ai envoyé mon bouquin sur les Dogons, qui était entièrement paginé, avec mes photos. Et puis lui, il m'a dit, il va falloir que tu acceptes qu'on refasse tout. Parce que nous, on a une politique d'édition, et ce que tu nous montres, c'est beau, mais ça ne va pas chez nous. Donc, si tu veux signer chez nous, tu me donnes tes photos, tu me donnes tes textes, et moi, je t'enverrai ton livre. Tu me diras ce que tu en penses. Et puis, en 1 ou 2 allers-retours, on se mettra d'accord. Alors moi, j'étais complètement désemparé. Parce que ce n'était pas du tout au programme. Pour moi, ce que j'avais fait, c'était parfait. Et puis, ça allait sortir comme ça. Mais pas du tout. Le bouquin qu'a fait Xavier, finalement, ça m'a donné plus de joie. Parce qu'il a regardé mes photos avec un autre œil. Mes photos, moi, je les voyais avec le souvenir, l'endroit, les gens, le moment exact où je l'ai pris, et elles avaient un sens. Mais lui, comme il n'était pas avec moi, il voyait autre chose dans mes images. Il arrivait à les faire parler autrement, et il les a associées à des moments du texte auxquels je n'avais absolument pas pensé. Et ça, j'ai trouvé que c'était merveilleux, parce qu'il y avait un véritable enrichissement entre son regard et mon regard. Et là, c'est là où j'ai trouvé que l'édition apportait un plus par rapport à l'auto-édition. C'est qu'en fait, on était 2 ou 3 à parler sur le même sujet. Moi, spécialiste, et eux, spécialistes de l'édition. Et il fallait, avec nos 2 regards, je crois qu'on est arrivé à une qualité supérieure à ce à quoi j'étais arrivé seul. Et donc, c'est pour ça que je les remercie.
Et puis, depuis, je leur fais confiance. C'est-à-dire que je ne me hasarde plus à faire des maquettes. J'envoie une série de photos. J'envoie mes chapitres, évidemment, dans l'ordre. Et c'est eux qui mettent en page. Et c'est confortable. Et puis ensuite, il y a les sous. Le fait d'être chez un éditeur, mais c'est incroyable. Quand je suis allé leur donner mon bouquin sur le Yémen, Xavier m'a donné un chèque en me disant « Tiens, c'est une avance sur les ventes. » Je me dis « Merde, je suis un vrai écrivain. » C'est incroyable. Incroyable. Et puis ça, c'est de l'argent de poche, quoi. C'est pas mon salaire. C'est pas mon métier d'instit qui me donne ça. Quelque part, c'est un petit peu de talent. Évidemment, ça rembourse pas les voyages, le prix des appareils photo. Et de toute façon, j'en ai pas envie que ça me rembourse ça. Ça n'a jamais été la question. Mais quand même, c'est une sacrée fierté. Et puis, le fait que quelqu'un d'autre vous fasse un bouquin, ça apporte, moi en tout cas, je le sens comme une forme de reconnaissance supplémentaire. C'est-à-dire, il y a un éditeur qui dit « Ouais, ce que tu fais, ça vaut le coup. » Et j'y trouve encore plus de satisfaction, d'autosatisfaction, que dans l'auto-édition. Donc, pour moi, il n'y a que des avantages à l'édition. Donc, tu as auto-édité, maintenant tu es un éditeur auto-satisfait. Il y a toujours quelque chose d'auto, finalement, dans l'aventure du bouquin. Mais j'avoue que ce qu'a fait Julien, de se lancer dans l'édition et d'être à la tête d'une maison d'édition, ça, c'est une aventure qui me tenterait aussi. C'est-à-dire, là, c'est un autre degré d'entraîner avec moi d'autres personnes dans une aventure. Ouais, ça me plairait aussi. Donc, je tiens à vous dire que je suis pas jaloux de lui, mais sacrément fier de ce qu'il fait. Bah écoute, merci François. Moi, c'était pas prévu en fait. L'édition à la base, la maison d'édition, donc les éditions Miwa, j'ai monté la société pour pouvoir commercialiser mes livres légalement, parce qu'en France, en tant qu'auteur, à l'époque, j'avais pas le droit. Alors maintenant, depuis le 1er janvier, on a le droit, mais j'avais pas le droit, donc j'ai monté la maison d'édition. J'avais en projet sur le très long terme d'éventuellement éditer d'autres photographes. Et c'est pendant le confinement qu'avec Peggy, ma femme, on s'est dit qu'on devrait peut-être prévoir le long terme tout de suite, étant donné qu'on pouvait plus partir pour faire les photos pour nos livres. Et j'y prends pas mal de plaisir. Là, je suis en train de discuter avec un photographe à Pointe-Noire pour éditer son bouquin. Et j'ai une piste là sur la Mauritanie avec un livre qui est référencé sur la plateforme qui s'appelle Nomade. Je vous invite à aller regarder, qui est vraiment très sympa. L'idée, ça serait de le rééditer. Mais ouais, c'était pas prévu. C'est vrai que c'est très plaisant aussi. Et puis après, il y a ce podcast qui permet de rencontrer plein de gens, de discuter. Avec François, on a déjà discuté des tas de fois. Si on avait pu tout enregistrer dans la cour de récréation au lycée. Le problème du voyage, c'est que ça crée un vide entre ceux qui voyagent et ceux qui ne voyagent pas. Dans le métier, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont instits et ils sont que instits. C'est très bien, ce sont d'excellents instits. La plupart des instits sont des gens très valables. Mais quand on a voyagé pour de vrai, il y a une distance qui se crée avec les gens parce qu'on a besoin d'une réalité, besoin d'une forme de réalité, de sincérité. On a vécu des choses qui donnent un certain recul. Et moi, j'avoue que maintenant, j'ai plus d'affinité avec les gens qui ont voyagé qu'avec les gens qui n'ont pas voyagé. Ouais, je comprends tout à fait. Alors pour ceux qui nous écoutent, vous allez peut-être trouver ça bizarre parce que finalement, tu es enseignant au lycée français de Niamey et on pourrait croire que tous tes collègues sont voyageurs. Mais pour les côtoyer depuis quelques années, je peux vous assurer que non. En fait, ils sont résidents à Niamey et ils ont la même vie ils ont la même vie qu'ils pourraient avoir en France et certains voyagent, d'autres ne voyagent pas. Que les expatriés du lycée français, c'est des gens qui ont très très peu accès à la culture locale, qui ont peu d'appétit pour l'Afrique. Et je dis pas ça du tout pour les dénigrer. C'est juste une forme de réalité. C'est ce que j'ai vécu, les expériences que j'ai eu la chance de vivre, autant en Pays d'Ogon, au Yémen, dans d'autres pays. C'était des moments vrais, des moments dans lesquels je me perdais totalement, dans lesquels je n'avais plus aucun contrôle sur ma propre vie. J'étais dans une autre vie et je voyageais à 100%. Et c'est pour ça que j'en ai ramené des souvenirs aussi puissants. Et ces moments-là,
on ne les vit pas quand on est au lycée français de Niamey. Au lycée français de Niamey, on est avant tout en France. Et quand on est dans Niamey, finalement, on ne fréquente que les lieux fréquentés par les expatriés. Et donc, moi, je n'ai pas véritablement l'impression d'être en Afrique. Si, il y a des petits plaisirs quand je suis sur la moto, et puis en sortant de la maison, je suis face à 1 ou 2 chameaux, enfin dromadaires. Voilà, il y a des images comme ça qui me rappellent que je suis en Afrique. Mais la plupart du temps, si j'étais dans la banlieue parisienne, je crois que j'aurais à peu près la même vie. J'ai peu accès à l'Afrique depuis que je suis à Niamey. Oui, surtout que tu peux pas sortir. J'enfonce le clou un petit peu. Alors, on va arrêter le podcast ici, mais il y a une personne en face de moi là que j'aimerais bien écouter aussi un peu. François est venu avec sa fille qui a fait des très gros yeux quand il a parlé de son livre pour sa première chérie. Moi, j'ai quand même une question, hein. Tu vas me répondre. Tu verras, le micro, il mange pas et les gens qui vont t'écouter, c'est que dans 2-3 semaines qu'ils entendront, donc il n'y a pas de souci. T'aimerais faire tout ce que ton papa a fait? T'étais au courant qu'il a fait tout ça? J'étais pas au courant de tout, mais il me racontait beaucoup d'histoires. Et quand je serai grande, j'aimerais être plus éditrice pour lire les histoires des gens, voir comment ils inventent. J'adorerais faire ça un jour. C'est super ça, mais par contre, j'ai même pas pensé à te demander comment tu t'appelles. Je m'appelle Jamila. Et tu as quel âge? 10 ans. 10 ans et tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard, c'est bien ça? Oui. Au début, j'avais choisi agent immobilier, mais en fait, quand je vois les écrivains, les éditeurs, j'ai plutôt décidé d'être éditrice. Tu as bien raison. J'ai l'impression, comment il s'appelait dans le présentateur, Jacques Martin, tu sais, et qu'est-ce qu'elle fait à manger ta maman? François, un mot pour conclure le podcast? Eh bien, je vous souhaite de partir en voyage dès que ce Covid-19 nous foutra la paix, d'aller partout où vous avez envie d'aller. On peut voyager. Moi, j'ai voyagé en prison à 5 km de chez moi dans la banlieue bordelaise. J'ai voyagé en hôpital psychiatrique. J'ai voyagé au bout du monde. Je voyage tous les jours avec ma fille, avec mon fils, avec Jamila, avec Guillaume, avec ma femme Awa, parce que j'ai aussi épousé l'Afrique avec elle. Et puis, elle m'a offert un voyage permanent avec une famille merveilleuse. Donc, il y a 1000 occasions de voyager. On dit voyager, j'ai l'impression que le vrai mot, c'est vivre. Vivre pour de vrai, lire pour de vrai, écouter de la musique pour de vrai. Pas écouter des MP3 à la va-vite, mais choisir la musique qu'on aime, choisir les destinations vers lesquelles on a envie d'aller, choisir les bouquins qu'on a envie de lire. Pas trop se faire prémâcher la vie, mais vivre sa vie pour de vrai. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite aussi. Et puis, si vous me retrouvez un jour à Bobo-Dioulasso, j'ai une grande maison et si vous dites je viens de la part de Julien, vous dormirez chez moi et puis vous mangerez à la maison. Bah écoute, merci François. Alors François vient de parler musique, parce que François fait aussi de la musique. François touche à tout, mais si on commence à parler musique, on n'est pas prêt de terminer le podcast. Merci d'avoir écouté. Comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, je vous invite à mettre une petite note de 5 étoiles, ça nous aidera pour les algorithmes et la diffusion du podcast. Et c'est toujours chouette de partager au plus grand nombre ces moments.